J'ai dans les yeux ce sud que je n'ai plus jamais cessé d'aimer, de contempler. Ce sud qui m'est étranger et m'enivre. Naples, Palerme, Beyrouth, il fait chaud, et les voitures règnent sans pitié sur les passants. Les trottoirs sont maigres, comme des chats affamés, mais la rue vit à pleines dents. Les gamins courent, et les vieilles dames traînent leurs paniers avec des jambes larges comme des jambons. Le sud, où tout se chevauche, immeubles désossés et murés de Palerme, sur la place de la fontaine Garofalo. Et façades sublimes qui se laissent lécher depuis des siècles par le sel marin dans la tiédeur des jours. Vieilles maisons d'achrafiés, dépassées par des immeubles de verre qui poussent toujours plus haut pour voir la mer. Tout est là, depuis toujours. L'argent, la rivalité, les regards de couteau, la nonchalance du crime. Tout est là, l'hospitalité et les gestes de vieux bergers. Et il y aura toujours en Grèce une plage humble où se baigner, sans luxe, avec frugalité. L'Europe et la Méditerranée. Les deux saignent, hésitent et tremblent. Je viens d'un combat permanent de sang et de lumière. Le monde entier regarde l'Europe avec envie. Elle seule ignore qu'elle est riche et s'enferme, peureuse, avec des hésitations de vieille égarée. La Méditerranée a visage de cimetière. Chaque jour, on meurt en tentant de la traverser. Depuis des siècles, chaque pays a connu ses réfugiés. Grecs, Turcs, Algériens, Siciliens, pieds noirs. Ceux qui fuient l'Andalousie d'Isabelle la catholique. Ceux qui partaient en Israël, les Libanais. Je viens de cette foule pressée par l'histoire, mais du temple de Delphes aussi, de la grâce de ses gestes, et du silence du cimetière marin de Sidi Bou Saïd. Je suis fils de blessures, de contractions, mais de la vigne et de l'olivier. Nous sommes vieux comme le monde, héritiers de villes rasées, de peuples en mouvement, du désir fou de bâtir pour l'éternité, d'offrir des temples, des statues à ceux qui nous suivront. Nous sommes les fils de l'incendie, et notre devoir est de contenir les flammes. Chaque fois, le même combat renouvelé. Les contenir pour qu'elles rayonnent plutôt que de tout brûler. Quel est votre rapport à la voix, à l'oralité de votre écriture? Ça vous fait quoi finalement de... Il est super important, il l'a toujours été, je pense qu'il le sera toujours. Vous écrivez à voix haute dans votre tête? J'écris à voix haute, je lis les textes à voix haute, tous les textes, quels qu'ils soient, romans, théâtre, nouvelles, poèmes, avant d'être publiés, ont été lus et relus à voix haute par moi-même. Je les gueule pas, mais je les prononce. Il y a toute une partie du travail final, quand je sais que l'histoire ne bougera plus et que tout est un peu précalé, qui est vraiment consacré uniquement à ça. Le jour se lève et les gens, déversés par vagues successives, vont affluer de nouveau. Tout New York va s'ébruiter de 1000 petits étirements, des milliers et des milliers de réveils, horloges, radio-réveil, sonneries d'école ou réveils téléphoniques, vont sonner l'heure du branle-bas de combat. Et toi aussi, camarade, tu vas te lever, quitter ce qui est sale et te fondre dans la foule du jour. Car il faut bien manger, n'est-ce pas? Les premières odeurs de friture remplissent les restaurants. Dans les cafés, derrière les comptoirs, les machines, comme des dragons d'acier, expulsent les nuages de vapeur brûlante. Café, thé, breakfast. New York se frotte les yeux et se secoue l'arête dorsale comme un cachalot d'asphalte et de verre qui s'ébroue avant la première plongée. Et nous avons parlé toute une nuit, camarades. Et quand bien même nous voudrions continuer, nous ne le pourrions pas, car le bruit des rames est celui des milliers de pas, qui toutes les 4 ou 5 minutes viendront fouler le quai sous un vacarme de manifestation, couvrirait nos voix et rendrait notre échange impossible. Je vais me lever aussi. Mes jambes ne tremblent plus sous mon propre poids. Les 1000 petites rides qui couvraient ma peau ont disparu. Il me reste encore les grandes rides d'Ako, isthme de tristesse, qui découvrent mon visage en plusieurs continents. Je vais me taire bientôt, car je ne veux pas rajeunir au-delà, mais garder toujours, sur le visage, le souvenir tailladé de Selena. Regarde New York, regarde tous ces visages. Les immigrés ont faim, grelottent de froid et de frustration. Je vais me fondre dans cette ville que j'aime, parce que New York a été construite pour moi. Je vais me mêler à tous ces nègres et ces négresses, tous ces parias que la ville essaie de cacher sans y parvenir. Parce que j'ai en haine ces petits blancs qui se blottissent bourgeoisement les uns contre les autres, dans des quartiers où les avenues sont propres et ombragées. J'ai moi aussi la peau d'ébène. J'ai vu dans ces quartiers noirs la beauté svelte des femmes. Et j'ai su immédiatement que c'étaient là mes femmes. J'ai le sentiment que quelque chose gronde et m'appelle, quelque chose que je ne vois pas encore mais qui pousse. La foule continue d'aller et venir, mais dans le creux de ce qui est apparent, je sens les rues vivre. Cela bruise et gonfle. Tout continue en surface, mais j'ai la sensation étrange de me décoller de la vie et du jour.
comme si je m'éloignais des hommes et de leur agitation. L'homme du parvis n'a pas disparu. Il est devant moi, un peu plus loin. On dirait qu'il m'attend. C'est à cet instant que je comprends que cette rencontre n'est pas un hasard et que cet homme n'est pas un égaré. C'est une invitation. L'après-midi s'achève, mais quelque chose commence. Tous les bruits de la ville s'estompent autour de moi. Je suis loin, touché par une autre rumeur qui croît et m'envahit. Je sens qu'il faut la laisser monter et accepter de m'enfoncer dans cette nuit nouvelle. Oui, que ceux qui grondent prennent maintenant toute la place. Je suis revenu, l'eau coule encore à mes pieds. Nous sommes face à face. Tu as attendu cet instant des mois entiers. Tu m'as suivi sur les routes, luttant contre la fatigue et le sommeil. Tu as attendu. Tu seras le premier à oser soutenir mon regard depuis si longtemps. Je lève la tête. Je pose les yeux sur toi. Tu es le premier visage que je vois. Tu es la beauté. Je chancelle. Le premier. Tu es le premier, percé, à ne pas rester figé de terreur. Tu es encore plus beau que Jason. Je te lècherai la bouche. Laisse-moi te regarder. Mes yeux ont faim. Nous sommes si près. Tu es immobile. Je vois les muscles de ton visage qui tressaillent. Vivant. Un homme vivant. Pour la première fois. Je suis sans armes devant toi. Tu es bien plus fort que moi. Me trouves-tu belle, percée? Percée. Je ne connais plus que ce nom-là. Oui, je veux. Dans ta bouche, sur tes lèvres, à nouveau, une chienne, veillant sur son homme, à nouveau. Je veux une fois, et mourir après cela. Ils sont loin de tout maintenant. Le monde des hommes est derrière eux. Ils sont au-dessus des nuages. Sa mère est comme une extension de lui sur son dos. Il s'est tellement habitué à son poids, à son souffle si faible, qu'il n'y prête plus attention. C'est pour cela qu'il sursaute le jour où elle parle à nouveau. Elle ne l'a pas fait depuis si longtemps. « Je ne connaîtrai pas le lieu de ma mort, dit-elle. Il est sur le point de s'arrêter. Il veut chercher un rocher plat où la poser et essayer de lui donner à boire ou la nourrir de quelques baies, mais il sent la pression de sa main sur son épaule et il sait que cela veut dire qu'il doit poursuivre. Plus tard. Combien de temps est-ce après? Elle parle à nouveau et sa voix se détache avec une étonnante douceur dans ce monde minéral qui craque sous le vent. Tu m'y porteras, toi. Il ne répond pas. Il se concentre pour continuer à avancer sans accroc ni chute. Le vent souffle plus fort, soulevant la neige qui borde le chemin, les entourant d'un tourbillon qui leur fouette le visage. Jamais deux corps n'ont été plus serrés l'un contre l'autre. Jamais deux souffles plus proches. Ses pas sont lents. Tout craque et hurle. Ils sont emmitouflés dans les peaux de bêtes qui se sont raidies sur la morsure du givre. À chaque fois qu'ils bougent, le foulard dont ils sont entourés le cou lui blesse le menton et lui cisaille la peau. La montagne semble vouloir se refermer sur eux. Le vent s'engouffre dans les défilés et fait siffler leurs oreilles. Il les frappe, les gèle, les malacatient. Et lentement, jour après jour, la lumière réapparaît. Un matin, le vent tombe. Il ne sait pas, de ses doigts ou de son visage, quelle est la partie la plus soulagée de son corps. Le chemin qu'ils suivent s'élargit progressivement. Ils ont passé un col. Il avance encore un peu, jusqu'à une immense dalle de pierre qui domine le vide. De là, il aperçoit pour la première fois l'autre face du monde, immense, se déroulant sous ses yeux avec la lenteur des jours apaisés. Tout est plus vert, plus touffu et se prolonge au loin par une immensité d'eau qu'il n'a jamais vue. Il est sur le point de poser Salina, de lui dire que le plus dur est fait, qu'ils n'ont plus désormais qu'à descendre, mais il ne le fait pas. Il reste immobile, avec sa mère accrochée à son dos. Il se laisse emplir du silence qui l'entoure. Elle est morte. Il le sait. Il ne sent plus de souffle contre sa nuque. Ses bras et ses jambes se sont rigidifiés, comme si elle avait voulu être certaine de ne pas tomber, même dans la mort. Il est seul, pour la première fois, avec sa mère sans vie sur son dos. Elle ne verra pas ce pays étiré qu'il observe avec calme. Elle ne s'émerveillera pas de cet océan à l'horizon et de tout ce qu'il va découvrir. Ces bruits nouveaux, ces arbres luxuriants. Elle ne connaîtra rien de cette terre qu'il va parcourir, mais elle est là, encore, contre lui. Et il lui reste à trouver un endroit où l'ensevelir dans cette immensité nouvelle. Regarde, n'aie pas peur. Regarde, ils sont tous là.
Viens, approche, regarde, les hommes là, comme une armée silencieuse. Tu vois, tu n'y croyais pas, ils sont là, regarde. Pétrifiés devant nous, c'est moi qui fais cela. Approche, viens, regarde bien. Tu croyais à des statues immobiles, des hommes figés dans la pierre. Et pourtant examine bien leurs traits lorsque j'approche mon visage du leur. Tu as vu? Là, regarde. Un frisson parcourt la pierre. Ils me sentent, la terreur m'entoure. Oui, c'est moi. Je reviens. Ils sentent mon souffle, ils entendent ma voix. De lents spasmes de granit leur déforment leurs traits. Tu trembles à tout tour. Tu te demandes quel monstre je suis pour faire gémir les morts et pleurer les statues. Est-ce que ça tient au fait que j'ai commencé par le théâtre, ou est-ce que c'est parce que j'avais ça que j'ai commencé par le théâtre? Je le saurais jamais, mais en tout cas c'est très fort. Tous mes textes sont écrits pour la voix haute, même si je sais qu'a priori les lecteurs de mes romans ne les liront pas à voix haute, mais moi je les écris comme ça. Et je pense qu'il y a ce qui me touche le plus en fait, c'est cette D'abord, je suis très amateur de lecture à voix haute en tant que spectateur. Je pense que c'est une forme magnifique qui n'est pas mais vous le savez mieux que moi Guillaume, qui n'est pas l'antichambre d'une mise en scène, qui est un autre exercice, qui est un autre objet, qui permet d'entrer dans des textes de manière absolument phénoménale, parce qu'en fait le comédien ou la comédienne nous ouvre le texte, le déploie, et c'est souvent aussi l'occasion d'entrer dans des textes qui peuvent être plus ardus à la lecture. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a un espèce de vieux fantasme auquel je tiens, qui est que, en fait, on sait que l'écrit a tué l'oralité. Et j'aime bien cette idée que peut-être on pourrait remettre un peu d'oralité dans l'écrit comme une sorte de vengeance de cette oralité. Et pour une raison précise, c'est que moi, ce qui me bouleverse le plus au théâtre, en fait, c'est de voir que, en tant qu'auteur, que certains mots qui ont été écrits sur une page, tout d'un coup prennent chair, parce que le ou la comédienne s'en empare, il prête sa voix, prête son corps, prête son souffle, et puis même son rythme vocal, c'est-à-dire que le grain de la voix, la manière d'enjamber ou de ne pas enjamber, la manière de faire des pauses à tel endroit, tout ça, c'est tout un peuple de sensations. Et ça met du muscle, en fait, ça met de la chair, je trouve. Et j'ai toujours eu cette espèce de fantasme de dire ça serait formidable que dans l'écrit, on puisse récupérer quelque chose du muscle de l'oralité. Le médecin. Un homme est venu me voir, envoyé par le colonel qui est en place au fort. Il est venu à moi et m'a dit que le colonel avait donné l'ordre de transférer le poste de secours au fort. Je vais devoir partir. Je reste debout. Je regarde les tranchées devant moi. Je reste debout. Pendant quelques instants encore, je partage la peur et l'attente, je partage l'air et l'odeur de la poudre avec tous ces soldats qui vont se faire submerger par la vague du grand assaut. Pour quelques instants encore, je suis parmi eux. Ripoll, les obus grêlent, mais pour nous, c'est l'heure des couteaux. Nous vissons nos baïonnettes au bout de nos canons. C'est l'heure du corps à corps, aux hommes désormais de participer au carnage. Que le sang coule, au couteau, ouvrir les chairs, creuser les viscères. Pas un seul d'entre nous n'est prêt à faire cela. Pas un seul d'entre nous ne sait quelle bête il faut être pour saisir à bras le corps un ennemi et plonger entre ses côtes une lame épaisse. Il faudra faire face à la charge. Je voudrais hurler que l'on ne peut pas nous demander cela, qu'il y a là quelque chose de trop. Je voudrais hurler, mais les explosions couvriraient mes cris. Alors je me tais, je serre les dents et mon fusil. Castellac. C'est sûr maintenant. L'affrontement est imminent. Combat à bout portant, yeux dans les yeux, le poignard au poing. Il ne faut plus faiblir maintenant. Je pourrais m'ouvrir les veines et me laisser mourir doucement, avachi dans le fond de ma tranchée. Mais je n'ai jamais eu autant envie de vivre. Et s'il le faut, je le sais, je n'hésiterai pas à me servir du couteau pour percer le ventre d'un ennemi. Je n'hésiterai pas, mais je les hais pour ce qu'ils me forcent à faire. Et puis il y a ce jour, long comme un soleil qui agonise. Il y a ce jour à la rivière où elle est seule, venue laver le linge pour que maman Bala n'ait pas à le faire. Les mouches tournent avec plus de bruit que d'habitude, entêtantes comme des parfums trop sucrés.
Il y a ce jour où elle se sent lourde, ralentie, comme si tout autour d'elle collait sous les doigts, comme si l'air avait décidé de cesser de bouger. Laver le linge est pénible, le dos lui tire. Il y a ce jour où elle se relève et pousse soudain un cri. D'entre ses cuisses coule du sang, épais, visqueux. Entre ses cuisses, son sexe est gonflé. Elle ne comprend pas. La rivière est souillée. Elle a un mouvement de retrait, honteuse de cette trace qu'elle laisse dans l'eau. Elle respire, souffle court, fait quelques pas en arrière. Le sang coule sur les plants, puis sur le sable. Elle a honte comme si elle polluait tout ce qu'elle touchait. Elle garde les yeux fixés sur ces traces sans faire attention à l'avidité du monde autour d'elle. Elle ne pense qu'à maman Bala. Elle la voudrait là, à ses côtés. Elle voudrait lui serrer la main, lui demander ce qui lui arrive, écouter ses conseils et les suivre à la lettre pour que cette chose cesse au plus vite et que tout redevienne normal. Elle voudrait ce sourire bienveillant, son odeur de vieille terre. Et ce n'est que lorsque le cri de Saro retentit qu'elle découvre qu'elle n'était pas seule, qu'il l'a épiée et que lui comprend ce qui la souille. C'est un rire puissant, un rire de triomphe et d'excitation. Elle comprend que Saro se réjouit parce que se sent perdu, d'une façon ou d'une autre, et ce qu'il attendait à chaque fois qu'il l'épiait. Elle sent la menace si forte que lorsque maman Bala accourt, lente, encombrée de son propre poids, les yeux hagards, Salina ne peut que dire, en répétant ces mots qui sont une faible défense face au rire de Saro. « Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Je crois que ce qui est beau dans les livres et donc dans l'écriture, c'est de ralentir un petit peu le monde. Pour moi, c'est ça d'abord et avant tout. On est tous pris dans la course des jours, avec de moins en moins de temps. Ouvrir un livre, c'est d'abord ralentir, accepter de se poser, accepter de réfléchir, accepter de contempler. Et pour moi, là, il y a le début de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire une interrogation sur le monde, sur l'homme, le début d'une empathie, le début d'un voyage. Mais avant, il faut accepter de ralentir. En disparaissant, les morts emportent un peu de nous-mêmes. Chaque deuil nous tue. Nous en avons tous fait l'expérience. Il y a une joie, une fraîcheur qui s'estompe au fur et à mesure que les deuils s'accumulent. Nous mourrons chaque fois un peu plus en perdant ce qui nous entoure. Je démarre en trombe. Kulacho continue de gémir à côté de moi. Il n'en revient pas. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour sa soirée. En une fraction de seconde, tout change. Je le sais mieux que personne. La vie que l'on avait envisagée disparaît d'un coup et il faut faire avec le malheur qui ne veut plus vous lâcher. Il suffoque et se vide sur son siège, mais qu'il se rassure, il ne mourra pas de sa blessure. J'ai veillé à ne pas lui ouvrir le ventre. Le sang lui coule dans l'entrecuisse et baigne son pantalon. Il a peur, je sais. Il se voit mourir ici après de longues heures de souffrance. Je sais. Nous roulons. Je connais le chemin par cœur. J'ai répété ce jour tant de fois. Je glisse le long de la via Parthénope. Nous longeons la mer. Les pavés de la chaussée nous font danser. À chaque soubresaut, il gémit de plus belle. Nous descendons maintenant vers le port. Il ne pose aucune question. Il se contente de grogner, de geindre et de proférer des insanités. Il a peut-être peur que je le frappe. À quoi me servirait-il de le faire? Il a déjà mal. La chaussée est pleine de trous. C'est un supplice suffisant. Je roule sans tenter de les éviter. Il s'accroche maintenant à la boîte à gants pour reprendre son souffle. Puis recommence à se tortiller comme une anguille. Aucune position ne le soulage. Cela aussi, je le sais. Je me souviens, les jambes se tordent, on voudrait expulser la douleur hors de soi, mais rien n'y fait. Pour moi aussi, cela a été long, et mon père qui criait, qui pleurait. Le visage blanc de mon père qui ne pouvait rien faire que me serrer fort pour que je sente que quelqu'un m'entourait. Mathéo aurait été incapable de dire combien de temps s'était écoulé. Des voix retentissaient dans la rue qui n'avaient plus l'accent de la panique. Des voix qui demandaient si tout allait bien, si quelqu'un était blessé, si on avait appelé la police. Le soulèvement monta en lui lorsqu'il entendit au loin d'abord, mais se rapprochant sans cesse, une sirène de police. Il desserra son étreinte, le danger s'était éloigné. Il se mit à trembler de façon incontrôlée. La peur sortait de son corps. Combien de retard aurait-il finalement? Cette idée le traversa et il eut envie de rire. Tout cela n'avait plus aucune importance. Il passa la main sur le dos de l'enfant et lui murmura que tout était fini, qu'il pouvait se lever et que le danger avait disparu au coin de la rue. Le petit ne bougea pas. « Pipo ?» L'enfant ne répondit pas. Il se sentit pâlir d'un coup. Il se mit à genoux, sa chemise était baignée de sang. « Pipo ?» L'air lui manqua. Son fils ne bougeait pas, restait face contre terre, inerte. « Pipo ?» Il cria. Il ne savait pas que faire. Il cria, parce qu'il ne savait pas comment empêcher ce sang qui aimait de continuer à se répandre sur le trottoir.
Ses mains couraient sur le torse de l'enfant, comme s'il essayait, sans y parvenir, de trouver la plaie et de l'empêcher de couler. Ses mains devenaient toujours plus rouges, glissant, baignant dans le sang. Ses mains qui semblaient ne lui servir à rien parce qu'il ne savait pas faire les gestes utiles. Il la prit ainsi, et il ne put rien faire d'autre que de rester debout, inutile et abattu, au milieu de ces hommes à qui la gêne et la compassion faisaient baisser les yeux. Il aurait dû ne pas lui lâcher la main. C'était à cela qu'il pensait. Il n'avait que cette idée en lui. Ne pas lui lâcher la main, jamais. Tant qu'il la lui tenait, Pipo vivait. C'était pour descendre de l'ambulance qu'il avait dû la lâcher. Alors, il voulut retourner dans l'ambulance, reprendre la main de Pipo et continuer à la serrer. Il fit 2 pas dans la direction du véhicule, mais 2 hommes l'empêchèrent de passer. Ils le firent avec un air de tristesse désolée, sans rien dire. Qui était-il? Pourquoi se mettait-il en travers de son chemin? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas rejoindre son fils? Est-ce que cela les gênait? Il devait retourner dans l'ambulance. Son fils avait besoin de lui. Est-ce que cela leur posait un problème? Il le retint avec douceur, mais fermeté. Alors l'idée le traversa qu'ils étaient là pour lui apprendre. Les premiers à lui apprendre que désormais, il ne pourrait pas le serrer, le toucher, l'embrasser, lui renifler les cheveux. Il ne pourrait plus. Ils étaient séparés. Son fils, c'est cela qu'il devait comprendre. Son fils, Pipo, qu'il ne verrait plus, ne toucherait plus, à qui il ne baiserait plus le front. Son fils qu'on lui avait retiré en 1 seconde. Il ne pourrait plus, jamais, le caresser. Son fils à lui. Alors ses jambes s'affaissèrent et il tomba par terre. Elle venait de raccrocher. Elle était assise sur le lit qu'elle avait fait un peu plus tôt, seule, au milieu d'une chambre trop propre. Il ne restait plus rien en elle. Elle n'était plus nulle part et ne sentait plus rien. La journée venait de se déchirer. Elle ne pouvait rien faire, ni crier, ni se lever pour courir. Elle était là, inerte. Le monde bruissait encore, sans connaître son mal. Les gens aux étages du dessous, dans les chambres voisines, les gens partout vivaient leur vie, en ignorant qu'elle était dans cette chambre, à l'arrêt. Elle ne bougeait pas de ce lit trop doux, persuadée que sa vie s'arrêtait là, et que le reste n'était que brouillard. Dans la Via Forcella, des hommes en uniforme, enfin, fendirent la foule et vinrent s'agenouiller aux côtés de Matteo. Il demanda que l'on s'occupe de son fils. Il ne voulait pas lâcher la tête entre ses mains. Elle dodelinait comme un poids mort. Ce n'était pas possible, pas lui, pas cette journée. On le releva. Ils avaient amené un brancard. Il fallait laisser passer les ambulanciers, les laisser faire leur travail. Ils attendirent quelques secondes, puis les portes arrière s'ouvrirent, et un jet de lumière l'aveugla. Il se leva et sortit du véhicule. Ils étaient dans la cour intérieure d'un hôpital, une sorte de parking. Il tourna la tête pour voir où était l'entrée des urgences, et c'est là qu'il la vit. Elle s'avança vers eux. Il ne comprit pas tout de suite ce qu'elle faisait là. « Juliana ?» Elle ne répondit pas. Il voulut lui demander comment elle l'avait su. Qui lui avait dit que c'était ici qu'elle irait? Il ne se souvint pas que c'était lui qui avait donné au policier le nom de sa femme et le numéro où la joindre. « Juliana, écoute. » Il lui ouvrit les bras, mais ce n'était pas vers lui qu'elle marcha. « Juliana, il faut que tu sois forte. » Elle ne fit pas attention à ce qu'il disait. Elle marcha droit sur l'ambulance. Il la regarda. Juliana, au regard défiguré, au nez coulant, à la bouche tordue. Juliana, qui ne parlait pas. Lorsqu'elle passa près de lui, il eut un geste pour l'arrêter. Il ne voulait pas qu'elle s'approche de lui, qu'elle vienne dans ses bras. Il voulait lui dire qu'il fallait se calmer, lui dire qu'elle savait ce qui s'était passé là-bas. Il voulait aussi que quelqu'un lui explique ce qu'ils allaient faire pour Pipo. Mais Juliana ne fit pas attention à son geste. Il ne la vit même pas. Aucun des hommes qui étaient là, autour du véhicule, les ambulanciers, les policiers, n'osa l'en empêcher. Elle entra à l'arrière du véhicule, et ils l'entendirent tous se mettre à gémir. Je roule en prenant garde d'aller trop vite. Je veux en profiter. J'entends son gargouiller de douleur. J'aperçois, parfois, à la dérobée, ses grimaces. C'est bien. Nous dépassons lentement les 2 tourelles qui font face à la Piazza del Girone. C'est ici que je suis. Je le lui dis. Il ne répond rien. Je ne sais pas s'il a entendu ou s'il a compris que c'était à lui que je parlais. Alors je répète. Ici, là, dans le gazon, au pied des tourelles.
Il me regarde avec des yeux ronds. Il a plus peur que si je lui avais dit que j'allais le rouer de coups. Je suis fou. Il ne peut en être autrement. Personne ne naît ici, au pied des tourelles du quai. Il n'y a que de l'herbe souillée par des canettes de bière renversées, des drogués et quelques clandestins qui dorment là, bercés par le bruit constant des voitures. Pourtant, je n'ai pas menti. C'est bien là que je suis venue au monde la deuxième fois. La première, bien sûr, je suis née dans un hôpital. Sortie du ventre de ma mère, au lieu de ses viscères chauds. Mais plus tard, je suis née ici, de la seule volonté de mon père. L'air que j'ai respiré était celui de cette route de voix crasseuse, et, comme à la première naissance, j'ai cligné des yeux d'éblouissement, et j'ai hurlé tant l'air me brûlait la poumon. Je me souviens de tout, et même de ce qu'il y avait avant, ce qui remplit mes nuits de glapissement et de nausées. Mais cela, je ne le raconterai pas. Matteo ne le dit à personne, pas même à Giuliana. Il vivait toujours la même journée. Il était toujours au même endroit, au coin de la Via Forcella et du Vicolo del Pace. Il ne parvenait pas à quitter ce trottoir. Il y passait des heures en pensée. Tout défilait sans cesse. La journée telle qu'elle s'était passée. La journée telle qu'elle aurait pu se passer. Les infimes et microscopiques changements qui auraient pu faire qu'elle ne se passe pas comme elle s'était passée. S'il avait marché un peu moins vite, s'il n'avait pas garé la voiture pour poursuivre à pied, ou s'il s'était garé ailleurs, il lui aurait suffi de changer de trottoir, de passer du côté ombre, ou de prendre le temps de s'agenouiller pour refaire le lacet de pipeau qu'il le lui avait demandé. Quelques secondes, chaque fois, auraient suffi pour qu'il soit ailleurs de quelques centimètres. Quelques secondes d'avance ou de retard et la trajectoire de la balle était évitée. Des événements dérisoires, une voix que l'on croit reconnaître et qui lui aurait fait marquer un temps d'arrêt, une Vespa qui déboule et qui les aurait obligés à faire un pas en arrière. Mais non, tout avait concouru à la rencontre terrible du corps et de la balle. Quelle volonté avait voulu cela? Quelle horrible précision dans le hasard pour que tout convergeât ainsi? Était-ce cela que l'on appelait le mauvais œil? Et si oui, pourquoi les avaient-ils choisis, eux, ce jour-là? Par ennui ou par désir de jouer un peu? Lorsqu'il arriva chez lui et poussa la porte, Matteo sut d'emblée que Giuliana l'attendait, malgré l'heure tardive. Il entra dans l'appartement. Elle était là, comme il se l'était imaginé, assise à la table du salon. Le temps, pour elle, s'était écoulé avec une horrible lenteur. Elle s'était demandé ce qu'il se passait. Elle avait essayé d'imaginer la scène du meurtre, l'instant où Matteo tirait. Puis, elle avait commencé à s'inquiéter. Il ne rentrait toujours pas. Peut-être lui était-il arrivé quelque chose. Elle ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Que le jour se lève. Que son homme rentre, ou que quelque chose advienne. Le téléphone qui sonne, ou la police qui frappe à la porte. Elle finit par se résigner, et s'assit à la table en se promettant de n'en plus bouger jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Lorsqu'elle entendit les clés tourner dans la serrure, elle sourit, mais elle ne bougea pas. Elle avait hâte de le voir, hâte qu'il lui raconte tout, hâte de l'étreindre et de penser ses blessures avec le bonheur de la vengeance consommée. Mais, dès qu'elle le vit, elle blêmit. Il était devant elle, et sa chemise n'était tachée d'aucun sang. Elle sut d'emblée, à son air embarrassé, qu'il ne s'était rien passé, mais elle ne put s'empêcher de poser la question. « Alors » demanda-t-elle. « Rien », répondit Matteo en baissant les yeux. Le malaise s'installa. Il savait ce qu'elle pensait. Que ce n'était pas une réponse. Que ce n'était pas cela qu'elle attendait de lui. Qu'elle n'avait rien à faire d'un homme dont le courage se limitait à disparaître durant des heures et à revenir ensuite, penaud et fatigué. La rage qu'elle avait en elle ne pouvait se satisfaire de cela. Elle serrait les mâchoires. Plus le silence se prolongeait et plus Matteo se sentait lâche. Alors, pour dire quelque chose, pour qu'elle le regarde avec des yeux autres que de reproches, il lui demanda avec une voix d'enfant. « Tu sais que Frédéric II avait été excommunié ?» Elle resta interdite, les lèvres entr'ouvertes. Ses yeux n'exprimaient plus ni colère, ni consternation. Elle mesurait simplement, à cet instant, qu'elle était face à un étranger et qu'ils étaient infiniment loin l'un de l'autre. Elle répondit « Non ». Presque malgré elle. « Non ». Elle ne le savait pas. Elle n'avait même jamais pensé qu'il puisse un jour parler de cela. Et probablement ne voulait-elle rien savoir de Frédéric II et du pape, parce que tout ce qui l'occupait, en cette nuit nauséeuse de tristesse,
c'était de savoir si elle aurait un jour la tête de l'homme qui lui avait enlevé son fils, si son mari aurait la force de revenir un soir, à la maison, un peu plus pâle que les autres soirs, encore allaitant d'une longue course à travers les ruelles du quartier, avec sur sa chemise le sang du meurtrier. Il n'y avait de place que pour cela en elle. Il le comprit à l'instant où elle prononça ce « non ». Il sut qu'il ne pourrait rien lui raconter des heures étranges qu'il avait passées dans ce café en compagnie de ces 3 hommes, avec qui il avait partagé un moment qu'il avait du mal à définir, mais qui, à bien y réfléchir, était peut-être une sorte de bonheur, ou du moins le repos qu'il avait vainement recherché durant ces mois d'abattement et de deuil. Il avait été bien, apaisé et oublieux de lui-même. Il aurait aimé le raconter à Juliana, mais il se tut. Elle aurait ri. Ou l'aurait giflé. D'un coup, Juliana se leva. Elle allait et venait d'une pièce à l'autre, sans empressement ni émotion, avec juste la détermination résignée qui donnait à chaque geste qu'elle faisait le poids de la volonté. « Juliana » dit-il en appelant doucement, car sa froideur lui faisait peur. Elle s'arrêta entre 2 chambres et lui dit « J'aurais lavé ta chemise. Je voulais que l'eau de la baignoire soit rouge de sang, pour pouvoir tremper mes mains dedans. Mais tu n'as rien fait, Mathéo. Tu reviens ici, et tu n'as rien apporté avec toi. » Il savait bien qu'il n'y avait rien à répondre. Il avait promis de tuer un homme, et ne l'avait pas fait. Mais il ne voulait pas qu'elle le regarde ainsi, avec cet air de dégoût révulsé. « Juliana » répéta-t-il pour lui dire de venir, que tout pouvait encore continuer, qu'il trouverait un moyen. Elle ne le laissa pas la regarder avec tendresse. Elle eut une voix dure. « Il y aura ça entre nous, Mathéo, jusqu'au bout de notre vie, ce que tu n'as pas fait. » Puis, sans hésiter, elle alla dans la chambre à coucher et tira de dessous le lit une valise, celle avec laquelle, 10 ans plus tôt, ils avaient fait leur voyage de noces à Sorrente. Mathéo la suivit du regard avec tristesse. Elle prit du linge, quelques bijoux, des choses dans la cuisine et quelques objets dans la chambre de Pipeau. Mais il ne sut pas lesquels, parce qu'il n'eut pas la force de la suivre jusque-là. Il ne fallut pas plus de 20 minutes pour réunir les affaires de sa vie. La porte s'était refermée. Mathéo se trouvait devant un territoire immense. Il voyait à ses pieds une plaine couverte d'herbes noires. Rien d'autre ne poussait, à perte de vue, que cette petite herbe rase, noire et sèche qui craque sous le pied. On y voyait comme l'or d'une nuit claire, mais cela était étrange, car aucun astre n'était visible qui aurait pu expliquer cette luminosité, ni lune, ni étoile. Aux côtés de Mathéo se tenait l'ombre de don Maserotti, le même homme en tout point, même taille, même corpulence, même trait, mais sans épaisseur. Le corps était resté de l'autre côté de la porte. L'ombre, elle, allait où vont les âmes mortes. Il ne restait plus à Mathéo qu'à la suivre. Elle lui montrerait le chemin et l'emmènerait jusqu'au cœur du royaume. Ils se mirent en mouvement. Ils perçurent vite une rumeur lointaine, comme un bruit sourd de cascades et de fracas. Mathéo avançait d'un pas craintif, observant tout ce qui l'entourait avec méfiance. Il redoutait de faire du bruit, craignant de se sentir à tout moment pénétré par cette mort qui l'enveloppait, ou de voir des créatures hideuses venir lui griffer le visage ou lui manger la vie. Le bruit bientôt fut assourdissant. Ils étaient parvenus à la rive d'un immense fleuve. Mathéo s'arrêta et contempla les eaux qui grondaient devant lui. Elles étaient noires, comme une poix épaisse, et faisaient une écume grise qui giclait çà et là, dans de grandes herbes tumultueuses de plusieurs mètres. Des tourbillons passaient à toute allure. L'eau grondait, giclait, remuait, comme si elle allait sortir de son lit trop étroit pour contenir sa rage. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mathéo. « Le fleuve des larmes » répondit l'ombre du curé avec une voix sans intonation. « C'est la torture des âmes. Elles y sont ballottées en tous sens et gémissent. » Mathéo regarda avec plus d'attention. Dans les eaux, il distinguait maintenant effectivement une multitude d'ombres qui gesticulaient comme des noyés, luttant en vain contre le courant. Il les avait d'abord confondues avec l'eau du fleuve, mais maintenant que son regard devenait plus attentif, il comprenait que le fleuve n'était fait que presque de cela. Des milliers d'ombres, les unes sur les autres,
porté par le même courant, renversé sans cesse et fouetté par les eaux. Un fleuve d'âme hurlante. Que faut-il faire demanda Matteo avec terreur. Et la réponse que lui fit l'ombre de don Maserotti était celle qu'il redoutait. Traverser. Elle partait, parce qu'à l'instant où il avait poussé la porte avec sur le visage cette fatigue résignée, elle avait vu avec certitude qu'il n'y avait plus rien ici, dans cet appartement et en eux, sur quoi il vaille de se pencher. Elle n'en voulait pas à Matteo. Qu'y pouvait-il? Il était temps de partir, et c'était tout. Il n'y avait rien à dire. Lui faire des reproches n'avait aucun sens. Ils ne pouvaient plus rien l'un pour l'autre que s'écorcher de leur présence commune, de leurs souvenirs douloureux et de leurs pleurs secrets. En une demi-heure, elle fut prête. La valise à la main, un imperméable sur les épaules. Il n'avait pas bougé. Il n'était pas sûr de vouloir la retenir. À lui aussi, au fond, ce départ semblait être dans la suite logique de cette longue journée. L'aboutissement naturel de ces longs mois de douleur qu'ils avaient endurés comme des chevaux de trait, muets et obéissants. Ils se regardèrent en silence. Parler leur semblait vain. Pourquoi dire? Aucun d'eux n'était en faute. Aucun d'eux n'avait décidé de ce qui était en train d'arriver. C'était la malchance, juste cela. Ils avaient été renversés par la vie et rien ne pourrait plus les relever. Elle fit un geste de la main, comme pour lui caresser la joue, signe qu'elle ne lui en voulait de rien et qu'au moment de partir, elle ne voulait se souvenir que de la tendresse. Mais elle ne put achever son mouvement et sa main resta suspendue, à mi-hauteur, avant de retomber avec la lenteur des vaincus le long de son corps. Il comprit sûrement cette ultime tentative, car il eut un sourire étrange sur les lèvres, de la reconnaissance plus que de la joie, puis il la laissa passer. Elle part, pensa-t-il. Juliana, la femme aimée. Juliana, la mère de son fils, son amour détruit. Juliana, plus courageuse que lui car elle faisait ce qu'il fallait, tandis que lui n'avait pas eu la force. Juliana, insultée par la vie, qui aurait dû sourire pendant 30 ans encore, puis se flétrir doucement, sans violence, comme une petite pomme, et être belle encore, de cette patine que donne la vie lorsqu'elle a été douce. Juliana devenue laide, si rapidement laide, les yeux vides et les traits sévères. Juliana qui congédiait la vie sans un geste d'hésitation. Elle part. Il sentit une dernière fois son parfum et la laissa passer. Juliana venait de le quitter avec le geste inachevé d'une femme qui regrette de ne plus pouvoir aimer. Elle part, pensa-t-il. Juliana, la femme aimée. Juliana, la mère de son fils, son amour détruit. Juliana, plus courageuse que lui car elle faisait ce qu'il fallait, tandis que lui n'avait pas eu la force. Juliana, insultée par la vie, qui aurait dû sourire pendant 30 ans encore, puis se flétrir doucement, sans violence, comme une petite pomme, et être belle encore, de cette patine que donne la vie lorsqu'elle a été douce. Juliana devenue laide, si rapidement laide, les yeux vides et les traits sévères. Juliana qui congédiait la vie sans un geste d'hésitation. Elle part. Il sentit une dernière fois son parfum et la laissa passer. Juliana venait de le quitter avec le geste inachevé d'une femme qui regrette de ne plus pouvoir aimer. Lorsqu'elle fut en bas de l'immeuble, elle traversa la rue, marcha jusqu'au trottoir d'en face, posa sa valise à terre et prit tout son temps pour contempler la façade du lieu où elle avait vécu si longtemps. Matteo était là-haut. La lumière était allumée. Il devait aller et venir dans l'appartement, à moins qu'il ne se soit laissé tomber dans un fauteuil. S'il s'était mis à la fenêtre, ils auraient pu se voir une dernière fois. Mais il ne le fit pas. Juliana pensa à lui, de toutes ses forces. Elle essayait de faire revenir à elle des souvenirs qui pourraient le sauver, mais toujours elle butait sur cet acte qu'il n'avait pas accompli, sur sa lâcheté. Alors elle fit une moue de dé, et ce fut la deuxième imprécation de Juliana que seuls les chats faméliques du quartier entendirent. « Je te maudis, Matteo, comme les autres, car tu ne vaux pas mieux. Le monde est lâche qui laisse les enfants mourir et les pères trembler. Je te maudis parce que tu n'as pas tiré. Qu'est-ce qui t'a fait hésiter? Un bruit inattendu, la silhouette d'un passant loin, le regard suppliant de Culaccio. Tu as dû réfléchir alors qu'il fallait te faire sourd à tout ce qui t'entourait. Les balles ne pensent pas, Matteo. Tu avais accepté d'être ma balle.
Je te maudis car durant toutes ces années, tu t'es tenu à mes côtés avec discrétion et constance. Mais tu n'as rien pu empêcher, ni rien réparé. À quoi sers-tu, Mathéo? Je comptais sur ta force. Le jour de l'enterrement, tu me tenais serré pour que je ne flanche pas. Tu as toujours pensé qu'il y avait une sorte de gloire à traverser les moments de douleur avec stoïcisme et retenue. Moi, pas, Mathéo. Cela m'était égal. Le plus juste aurait été que je me jette sur le cercueil et que j'en arrache les planches avec les doigts. Le plus juste aurait été que mes jambes se dérobent et que je me vide de toute l'eau de mon corps en pleurant, en crachant, en reniflant comme une bête. Tu m'as empêché de faire cela, parce qu'il y a là quelque chose que tu ne veux pas comprendre et qui te semble inconvenant. Seule la mort de Pipo est inconvenante. Je te maudis, Mathéo, car tu n'es capable de rien. Le sang de Coulature n'a pas souillé ta chemise. Je voulais que tu me racontes les cris qu'il avait poussés, les gestes qu'il avait faits pour se débattre, les suppliques inutiles par lesquels il avait essayé de t'amadouer. Je voulais que tu me racontes les moindres détails. J'espérais trouver là un soulagement, mince, fragile, comme un tout petit filet d'air venu souffler sur ma peine. Mais tu n'as rien ramené que des balbutiements désolés. Je ne veux pas de tes excuses. Je ne veux pas me mettre à penser que tu n'as pas été à la hauteur et te mépriser doucement, semaine après semaine. Le monde est à l'envers, Mathéo, et je pensais que pour moi tu aurais su le redresser. Mais non, les pères n'ont plus de force, les fils meurent. Il ne reste que nous, les mères endeuillées, qui pleurons avec rage sur ce qui nous a été volé. Je te maudis, Mathéo, pour la promesse de vengeance que tu m'as faite et que tu as oubliée derrière toi, sur les trottoirs sales du quartier. Je me maudis moi-même, moi, Juliana, la femme qui n'a pas su ce qu'elle aimait. J'ai cru pouvoir me rendre sourde à la vie. J'ai banni mon homme, mon enfant et ma ville hors de mes pensées. J'ai chassé tous ces souvenirs alors que j'aurais dû les chérir comme les seuls vestiges sauvés du cataclysme. Je me maudis moi-même, moi, Juliana, la laide. Mathéo me manque. Mathéo me manque qui est mort englouti. Pipo me manque. Mes hommes ont été terrassés et je n'ai rien fait. Je ne les ai pas aidés. Je ne les ai pas accompagnés. Je les ai bannis de mon esprit. Je suis Juliana, la lâche qui a voulu se préserver de la douleur. Alors je prends ce couteau et je me coupe les tétons. Le premier, que mon fils a tété, je le coupe et je le laisse sur les pierres des collines, en souvenir de la mère que j'étais. Le second, que mon homme a léché, je le coupe et je le laisse sur les pierres des collines, en souvenir de l'amante que j'étais. Mais oui, parce que moi, c'est la poésie qui m'a toujours bouleversé, c'est celle-là. C'est une poésie à la fois souvent narrative, je pense à Blaise Cendrars, qui est une de mes premières émotions de jeune lecteur, mais aussi à Aimé Césaire, ces grandes voix un peu rebelles, de colère, qui sont à hauteur d'homme sans cesse. Il n'y a jamais de regard surplombant. Cendrars, il adore, quand il parle du petit peuple de Lisbonne, moi ça me donne envie de pleurer, parce qu'on sent qu'il en fait partie, qu'il les aime, ces gens, le petit peuple. J'aime bien cette expression, elle n'est pas condescendante du tout dans la bouche de Cendrars. Césaire se bat aussi pour son peuple. Ces grandes voix de poètes, je ne me compare pas du tout, mais c'est cette poésie-là qui me touche. C'est la poésie qui est politique au sens où elle parle encore au peuple. Je pense qu'il y a eu un divorce à un moment donné, mais que longtemps, la poésie, elle était faite pour ça, pour poser des mots sur les vies qui sont tellement vite englouties on se sent à la fois frustré et enragé de se dire que voilà, toutes ces vies-là ne seront pas comptées, ne seront pas racontées. Et c'est un fantasme, évidemment, hein, de l'auteur, de se dire on va essayer d'en faire monter quelques-uns dans la barque de ce qu'est un livre. Ils m'entourent maintenant, et ils sont peut-être 5 ou 6, je ne sais pas. Ils m'entourent, et je comprends dans mon infinie petitesse qu'ils ne sont pas de TP Sarah, et qu'ils ne sont pas ici pour danser et boire, et que même, peut-être, ce ne sont pas des hommes. L'un d'eux a sorti un couteau de berger. Je le vois se pencher sur moi, et je sens la lame ouvrir ma gorge. Mais ce n'est pas fini. Il rit maintenant. Ils m'ont tué. Sur les langes qu'Ino avait gentiment déposées sur mon petit corps, de grandes taches de sang dessinent une violente map monde. Je n'ai pas crié, mais ils ont bien fait de commencer par m'égorger, car si j'avais pu par la suite pousser des hurlements de douleur, j'aurais couvert le vacarme des tambours, et j'aurais fait courir le long de l'échine des femmes de longs tremblements de stupeur. Je sens encore leurs mains saisir les membres de mon corps. Je ne suis pas plus grand qu'un lapin, mais je ne sais pas encore courir. Ils me saisissent et tirent chacune de mes extrémités. La chair se déchire et les os craquent. Une jambe, un bras, une jambe,
un bras. Je suis un petit bout de chair, démembré et sanguignolant. Mes membres de nourrisson gisent à quelques mètres de mon tronc, dans l'herbe sèche des monts Zagros. Mais ce n'est pas fini. Les hommes qui n'étaient pas de Tépès arabe n'avaient pas dansé, ni mangé, ni bu. Et ils voulaient, une fois le travail accompli, faire la fête à leur tour. Alors ils ont rassemblé les morceaux de chair, ils les ont fait bouillir dans un chaudron de cuivre, ils les ont laissés mijoter, ils ont avalé, en riant, le ragoût de nouveau-né. Égorgé, déchiré et démembré, le petit Onisos est né. D'où viens-tu? D'au-delà de la montagne. Qui apportes-tu avec toi? Ma mère. Le cimetière est bien sur l'île que j'aperçois. Je pourrais enterrer ma mère là-bas. C'est le cimetière qui décidera. Il faut embarquer les morts, et pendant tout le temps que dure la traversée, raconter ce que fut la vie du défunt. Le cimetière entend le récit et décide si la porte doit s'ouvrir ou pas. Lorsque nous serons sortis de la baie, tu pourras commencer le récit. Peut-être ne ferais-tu rien si on te disait que tu allais mourir, là, sur cette parcelle d'autoroute, qu'il ne te restait plus que quelques minutes à penser, à respirer, à être un homme qui a un peu chaud dans la voiture aux vitres fermées. Peut-être déciderais-tu de ne rien faire, ne pas arrêter la voiture, ne pas prendre ta femme dans les bras, ne rien contempler du pays qui t'entoure, juste continuer à appuyer du pied droit sur l'accélérateur, rouler à toute vitesse et entrer dans la mort ainsi, à 160 km/h, sans trembler, sans hésiter, comme un taureau qui charge. Au fond, c'est ce qui te ressemble le plus. Tu vois, au-dessus de l'autoroute, la pancarte qui annonce la sortie de Capaci. C'est un endroit où tu n'es peut-être jamais allé. Tu ne sais pas que ce nom sera désormais celui de ta mort. Tu ne sais pas que, bientôt, les caméras de télévision filmeront jusqu'à plus soif cet écriteau, pour donner un nom à l'horreur, la tragédie de Capaci. C'est ainsi que ta mort fera le tour du monde. Il n'y aura rien à filmer, que des gravats et des carcasses de voitures calcinées. Il n'y aura rien à filmer que des hommes en uniforme qui feront signe de ne pas filmer, et des ambulances à l'arrêt qui resteront silencieuses comme des cercueils. Étrangement, un souvenir d'enfance a pris possession de ton esprit. Tu repenses au dimanche midi, passé à Sfera-Cavallo, à ces instants suspendus où les adultes desserraient leurs ceintures, après avoir moucheté d'huile les nappes en papier, où les poissons gisaient dans les assiettes comme des ennemis vaincus, signe que les enfants pouvaient enfin sortir de table pour aller courir sur la grève. Tu es dur, mon frère, un homme coriace. Une tonne de taulique ne viendra pas à bout de toi, pas sur le coup. À 17h59, l'explosion fait trembler le mont Pellegrino. Tout saute à votre passage. La charge placée sous l'asphalte vous déchire sans pitié. À 17h59, à Capaci, vous venez d'être assassiné. Pendant quelques minutes, il n'y aura plus qu'un grand silence stupéfait. Puis les téléphones commenceront à sonner. La nouvelle se propagera. Les ambulances hurleront. Tu es un homme coriace. Tu ne meurs pas sur le moment. Tu mettras 2 heures à céder, 2 heures à te battre encore dans l'ambulance, ou 2 heures, plus probablement, à agoniser. Mont Pellegrino, lui, a à peine sursauté. Des hommes meurent à ses pieds, et s'affolent, et pleurent, des hommes qui ne durent jamais très longtemps. Seul reste la terre de Sicile et la moiteur éternelle de l'air. Le reste, tout le reste se dissipe dans le vent chaud du soir. J'ai quitté à jamais Tépès arabe. Je suis nu et je vis comme un fauve, loin des hommes que je crains, dans l'ombre oppressante des montagnes Zagros. J'ai erré de Bélistoun à Hamadan. J'ai erré jusqu'à Tépéjian, prenant en haine ces villages où l'on danse. La nuit est ma fureur. Personne encore ne tremble à l'évocation de mon nom, mais c'est parce que personne encore m'a donné de nom. Je suis le loup, le lion, l'ours et le chacal. Je m'essaye à chaque rugissement. Les griffes me poussent au bout des doigts. Mes cheveux sont en bataille. J'apprends à courir pour que plus jamais aucun homme ne puisse me saisir. J'apprends à courir la nuit entre Hamadan et Tépéjian, et mes chevilles ne se tordent jamais, dans aucune des anfractuosités de la roche. Je vais plus loin que la plus farouche des chèvres. Je dévale les pentes de rocailles dans la nuit la plus sombre, sans jamais tomber, sans jamais trébucher. Je suis nu. Les fougères que je traverse en trombe m'excitent la peau de milliers de petites incisions. Mais ces griffures n'entament pas mes forces, ni ne ralentissent ma course. Seul au milieu des fougères et des pierres, je prends mes forces pour mes combats à venir. Seul dans la nuit mésopotamienne, je pousse les premiers hurlements de jaguars qui font fuir les animaux et trembler les lèvres des femmes.
J'aime beaucoup cette idée. Il y a un très beau livre qui est paru il y a quelques années de Michael Fussell, le jeune philosophe, enfin jeune, le pauvre, il n'est plus si jeune, mais de la jeune génération, on va dire, qui s'appelle Le temps de la consolation. Et il parle de cette notion de consolation en expliquant que consolation n'est pas guérison, et que donc, quand on console, on ne prétend pas annuler la douleur de l'autre. Simplement, ce qu'on essaye de prendre en charge, c'est la solitude qui va avec la douleur, ou la honte qui va avec la douleur, une espèce de soin de la douleur de la douleur. Je mettrais assez volontiers la littérature à cet endroit-là, à l'endroit de la consolation. On ne pourra pas, avec nos mots, guérir l'humanité de ses blessures, mais j'ai le rêve, et sinon je ne ferais pas ce métier, que poser des mots sur les destins a à voir avec une forme de consolation, pour moi d'abord, idéalement pour ceux dont on a croisé le destin et dont on se dit, là au moins ils seront dits, et puis j'espère pour le lecteur qui tout d'un coup voit quelque chose se déployer qui a été trop vite effacé. Ça veut dire qu'une histoire racontée, une histoire écrite, c'est une histoire sauvée de l'oubli, c'est une vie sauvée de l'oubli? Ah oui, je pense. Rocco grandit et devint un homme. Il avait un nouveau nom, mélange du patronyme de son père et de celui des pêcheurs qui l'avaient recueilli. Un nouveau nom qui fut bientôt dans tous les esprits du Garel. Rocco Scorta Mascalzone. Son père avait été un vaurien, un train de savate vivant des petites rapines. Lui fut un véritable brigand. Il revint à Montepulciano que lorsqu'il fut en âge d'y apporter la terreur. Il attaquait les paysans dans les champs, volait les bêtes, assassinait les bourgeois qui s'égaraient sur les routes. Il pillait les fermes, rançonnait les pêcheurs et les commerçants. Plusieurs carabiniers furent lancés à sa poursuite, mais ils furent retrouvés sur le bord des routes, une balle dans le crâne, le pantalon baissé, ou accrochés comme des poupées dans le figuier de barbares. Il était violent et affamé. On lui prêtait une vingtaine de femmes. Lorsque sa réputation fut assise et qu'il régna sur toute la région comme un seigneur règne sur son peuple, il revint à Montepulciano comme un homme qui n'a rien à se reprocher, le visage découvert et le front haut. En 20 ans, les rues n'avaient pas changé. Tout semblait devoir rester parfaitement identique à Montepulciano. Le village était toujours ce petit tas de maisons serrées les unes contre les autres. De longs escaliers sinueux descendaient vers la mer. Il y avait 1000 chemins possibles à travers le lacet des ruelles. Les vieux allaient et venaient du port au village, montant et descendant les hauts escaliers avec la lenteur des mulets qui s'économisent sous le soleil, alors que des grappes d'enfants dévalaient les marches sans jamais se... Le village contemplait la mer. La façade de l'église était tournée vers le flot. Le vent et le soleil, année après année, polissaient suavement le marbre des rues. Rocco s'installa sur les hauteurs du village. Il s'appropria un vaste terrain difficile d'accès et y fit construire une belle et grande ferme. Rocco Scorta Mascalzone était devenu riche. À ceux qui parfois le suppliaient de laisser en paix les gens du village et d'aller rançonner ceux des contrées voisines, il répondait toujours la même chose. « Taisez-vous, crapule, je suis votre châtiment. » C'est un de ces hivers-là qu'il se présenta à Don Giorgio. Il était flanqué de 2 hommes au visage sinistre et d'une femme au regard craintif. Les hommes portaient pistolets et carabines. Rocco appela le curé et lorsque celui-ci fut face à lui, il lui demanda de le marier. Don Giorgio s'exécuta. Lorsqu'au milieu de la cérémonie, il demanda le nom de la jeune fille, Rocco eut un sourire gêné et il lui murmura « Je ne sais pas, mon père. » Et comme le curé restait là, bouche bée, se demandant s'il n'était pas en train de consacrer par le mariage un enlèvement, Rocco ajouta « Elle est sourde et muette. »« Pas de nom de famille ?» insista Don Giorgio. « Peu importe, » répondit Rocco. « Elle sera bientôt une Scorta Mascalzone. » Le curé poursuivit sa cérémonie, inquiet à l'idée de commettre quelque faute profonde dont il aurait à répondre face au Seigneur. Mais il bénit l'union et finit par lancer un « Amen » profond, comme on dit « Adieu va » en jetant les dés sur la table de jeu. À l'instant où le petit groupe allait remonter en scène et disparaître, Don Giorgio prit son courage à 2 mains et là le jeune marié. « Rocco, dit-il, reste un peu avec moi, je voudrais te parler. » Et il y eut un long silence. Rocco fit signe à ses 2 témoins de partir sans lui et d'emmener son épouse. Don Giorgio avait maintenant repris ses esprits et son courage. Quelque chose chez le jeune homme l'intriguait et il sentait qu'il pouvait lui parler. Le brigand, qui faisait trembler toute la région, avait conservé à son égard une forme de pitié, sauvage mais réelle. « Nous savons, toi et moi, commença le père Zampaleni, comment tu vis. Le pays tout entier est rempli du récit de tes crimes. Les hommes pâlissent à ta vue
Et les femmes se signent à l'évocation de ton nom. Tu inspires la peur partout. Pourquoi, Rocco, terrorises-tu ceux de Montecuccio? Je suis fou, mon père, répondit le jeune homme. Fou? Un pauvre bâtard fou, oui, vous le savez mieux que quiconque. Je suis né d'un cadavre et d'une vieille. Dieu s'est moqué de moi. Dieu ne se moque pas de ces créatures, mon fils. Il m'a fait à l'envers, mon père. Vous ne le direz pas parce que vous êtes un homme d'église, mais vous le pensez comme tous les autres. Je suis fou. Je vous l'ai dit, Don Salvatore, j'avais une dette vis-à-vis de mes frères. Une dette immense. Et je savais qu'il me faudrait des années pour la payer. Ma vie tout entière, peut-être. Je m'en moquais. C'était comme un devoir. Et ce que j'avais pas prévu, c'est que je puisse un jour cesser de vouloir la rembourser. Je m'étais juré de tout leur donner, travailler toute ma vie et leur offrir ce que j'avais accumulé. Je leur devais bien cela. Je m'étais juré d'être une sœur, de n'être que cela. Et c'est ce que j'ai fait, Don Salvatore. J'ai été une sœur, toute ma vie. Mon mariage n'a rien changé. La preuve en est que ce que diront les gens en apprenant ma mort, ce n'est pas la veuve Manuzio est décédée. Personne ne sait qui est la veuve Manuzio. Ils diront la sœur de Scorta est morte. Tout le monde comprendra qu'il s'agit de moi, Carmela. Je suis heureuse qu'il en soit ainsi. C'est ce que je suis, ce que j'ai toujours été. Une sœur pour mes frères. Antonio Manuzio m'a donné son nom, mais j'en ai pas voulu. Est-ce honteux de dire cela? Je n'ai pas cessé d'être une Scorta. Antonio n'a fait que traverser ma vie. Je n'ai connu le bonheur que lorsque j'étais entourée de mes frères, de mes 3 frères. Lorsque nous étions ensemble, nous pouvions manger le monde. Et je pensais que cela allait durer, continuer ainsi jusqu'à la fin. Je me suis menti. La vie a continué, et le temps s'est chargé de tout changer, imperceptiblement. Il a fait de moi une mère. Nous avons tous eu des enfants. Le clan s'est agrandi, et je n'ai pas vu que cela changeait tout. Mes fils sont nés, et j'étais mère. Et de ce jour, je suis devenue une louve, comme toutes les mères. Ce que je construisais était pour eux. Ce que j'accumulais était pour eux. J'ai tout gardé pour Elia et Donato. Une louve, Don Salvatore, qui ne pense qu'au sien, est mort si l'on s'approche. J'avais une dette, et elle est restée impayée. Ce que je devais donner à mes frères, il aurait fallu le prendre à mes fils. Qui aurait pu faire cela? J'ai fait comme toutes les mères auraient fait. J'ai oublié ma dette, et je me suis battue pour m'apporter. Je vois à votre regard que vous m'excusez presque. C'est effectivement ce que font les mères, vous dites-vous. Et il est normal de tout donner à ses enfants. J'ai ruiné mes frères. C'est moi, Don Salvatore. C'est moi qui les ai empêchés d'avoir la vie à laquelle ils rêvaient. C'est moi qui les ai obligés à quitter l'Amérique où ils auraient fait fortune. C'est moi qui les ai attirés à nouveau vers ces terres du Sud qui n'offrent rien. Cette dette-là, je n'avais pas le droit de l'oublier. Pas même pour mes enfants. Domenico, Giuseppe et Raffaele. J'ai aimé ces hommes-là. Je suis une sœur, Don Salvatore, mais une sœur qui ne fut pour ses frères que le visage laid de la malchance. Jamais mis les pieds. Oui. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu plutôt envie de me frotter un peu au bruit du monde et tous ces voyages-là m'ont alors d'abord beaucoup nourri en tant qu'écrivain, mais aussi ont beaucoup fait vieillir l'homme que j'étais. On en revient aux défaites, c'est-à-dire que contempler aussi comme ça les hommes et les femmes vaincus que j'avais sous les yeux, parce qu'à Calais il y a beaucoup de destins vaincus. Ça fait réfléchir, ça m'a chargé. Nous roulons sans cesse, de jour comme de nuit, toujours vers la mer. Je me perds dans des terres que je ne connais pas. J'imagine Jamal en train de faire la route dans l'autre sens. Il repasse la frontière, sans joie cette fois, sans embrassade, retrouvant sa vie laide d'autrefois, comme une bête qui, après s'être échappée, retourne de son propre chef à l'étable. Je me suis trompée. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. Et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste frontière, n'y change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse toutes. Dans la voiture qui roule, toutes fenêtres ouvertes, j'essaie d'imaginer la vie qui m'attend, mais je n'y parviens pas. Je ne peux penser qu'à ce que je laisse.
Comme j'ai vieilli, tout à coup. Il n'y a plus de joie et le monde me semble laid. La solitude prend possession de moi. Je vais devoir apprendre à la laisser m'envahir. Je serre, du bout des doigts, le collier de perles vertes de mon frère. La voiture roule. Je pense à toi. Je ne t'oublie pas, Jamal. Je vis pour toi seul qui aurais pu boire l'océan et doit rentrer piteusement dans ta niche pour y mourir. Je pense à toi que j'ai vu une fois au moins face à moi, fort et heureux de liberté. Une arme? Le commandant était sidéré. Il avait pensé à tout sauf à cela. Une arme. Voulait-elle se suicider? Il la regarda avec stupeur. Était-il possible que depuis 2 ans, la douleur ne l'ait pas quittée? Qu'elle soit restée si violente? Cela signifiait que depuis 2 ans, chaque jour, elle n'avait fait que souffrir. 2 années de tristesse insurmontée et le suicide au bout. Au fond, elle était morte à l'instant où le corps de son enfant avait plongé dans l'eau avec ce bruit obscène qui avait troué le silence. Elle était morte, mais il lui avait fallu 2 ans pour en finir vraiment. 2 ans d'attente et de fatigue, à ne pas avoir la force de vivre ni celle de se supprimer. Et maintenant, elle lui demandait une arme pour en finir. Le commandant se leva. Il n'y avait plus rien à dire. La nuit était tombée sur Catane, étouffant les bruits et effaçant les couleurs. Il savait d'elle tout ce qu'il y avait à savoir. Il comprenait maintenant d'où lui venait l'obstination de son regard et la beauté de sa droiture. Elle resta assise, releva la tête dans sa direction, et d'une voix d'enfant qui réclame un jouet, elle demanda « Vous allez me la donner ?»« Vous ne savez pas ce que vous dites, » murmura-t-il avec effroi. « La seule certitude que j'ai, » reprit-elle calmement, « c'est que je dois partir. L'heure est venue de retourner là-bas et de commencer ma traque. Cela, j'en suis certaine. Ce que je ferai une fois là-bas, l'instant en décidera. Mais je veux le voir. Depuis 2 ans, je le fais vivre mon esprit. Depuis 2 ans, je m'en suis fait une obsession. Il est temps d'éprouver mes forces. La possibilité de le tuer me suffira peut-être. Je me contenterai de l'observer à une terrasse de café, de le regarder rire avec une femme ou téléphoner, en parlant fort au milieu de la foule. Le voir ainsi, à quelques mètres de moi, et savoir que je pourrais me lever, m'approcher et l'abattre suffira peut-être à apaiser ma haine. Mais j'ai besoin d'éprouver la sensation que la vie de cet homme est entre mes mains. Même s'il doit ne jamais le savoir, même si je finis, qui sait, par payer mon café et disparaître dans la foule. Je veux l'avoir à portée de bras, à portée de balle, que sa vie dépende de mon bon vouloir, qu'il soit, au moins pour un instant, dans le creux de ma main. Il faut que j'aille là-bas, parce que j'ai besoin de rapprocher le canon d'une arme de sa tempe. La nuit grondait, la mer semblait vouloir manger des étoiles et trouver cela rassurant. Lorsqu'ils furent à quelques milles de la zone qui leur avait été signalée, tout à coup, les oscillations marines cessèrent. La chance est avec nous, pensa le commandant. Le ciel s'éclairait. Il fut à nouveau possible de distinguer une ligne d'horizon. La lune s'était libérée des nuages et faisait briller le dos froissé des flots. C'était comme une sorte de soulagement au cœur d'un tumulte sourd. La frégate fila dans un silence paisible. Les hommes, maintenant, observaient la mer à la recherche d'une lumière ou d'un son. Ils étaient habitués à se mettre à l'écoute du moindre murmure de l'eau et à en déceler la plus infime étrangeté. La recherche avait commencé, et comme à chaque fois, Salvatore Pirati se dit à lui-même. Quel étrange métier nous faisons. Nous voilà à la recherche de 5 barques dans l'immensité, et pourquoi? Au fond, ces histoires d'émigration et de frontières n'étaient rien. Ce n'était pas cela qui lui faisait quitter le port pour aller piocher dans la nuit la plus noire. À cet instant précis, il n'y avait plus de bâtiments de la marine militaire et de missions d'interception. Il n'y avait plus d'Italie ou de Libye. Il y avait un bateau qui en cherchait un autre. Des hommes partaient sauver d'autres hommes par une sorte de fraternité sourde. Parce qu'on ne laisse pas la mer manger les bateaux. On ne laisse pas les vagues se refermer sur des vies sans tenter de les retrouver. Bien sûr, les lois reviendraient, et Salvatore Pirati serait le premier à réendosser son uniforme. Mais à cet instant précis, il cherchait dans la nuit ses barques pour les soustraire aux mâchoires de la nature, et rien d'autre ne compte. Alors il murmura à son second. Ceux-là, nom de Dieu, on va les retrouver. Et le jeune homme tressaillit de la volonté qui émanait de sa voix. Lorsque je ressors de la boutique, mon frère s'est assis sur le capot de la voiture. Je viens près de lui.
Je lui tends les dattes que je viens d'acheter, et nous les mangeons lentement. Ce goût-là va nous manquer, dit-il. Dans 2 ans, dis-je. Dans 10 ans, dans 30 ans, Jamal, lorsque nous voudrons nous souvenir du pays, lorsque nous voudrons en être imprégnés. Qui sait si nous ne mangerons pas des dattes? Pour nous, elles auront toujours le goût d'ici. Tu as raison, dit-il en souriant avec mélancolie. Des petits vieux qui mangent des dattes, voilà ce que nous allons devenir. Nous n'aurons pas la vie que nous méritons, dis-je à voix basse. Tu le sais comme moi. Et nos enfants, Jamal, nos enfants ne seront nés nulle part. Fils d'immigrés là où nous irons, ignorant tout de leur pays, leur vie aussi sera brûlée. Mais leurs enfants à eux seront saufs. Je le sais, c'est ainsi. Il faut 3 générations. Les enfants de nos enfants naîtront là-bas chez eux. Ils auront l'appétit que nous leur aurons transmis et l'habileté qui nous manquait. Cela me va. Je demande juste au ciel de me laisser voir nos petits-enfants. J'ai cru que mon frère n'allait rien répondre. Mais il a parlé, et j'ai compris que nous partagions tout ce soir. Le plus dur, a-t-il dit. Ce n'est pas pour nous. Nous pourrons toujours dire que nous l'avons voulu. Nous aurons toujours en mémoire ce que nous avons laissé derrière nous. Le soleil des jours heureux nous réchauffera de sang, et le souvenir de l'horreur écartera de nous les regrets. Mais nos enfants, tu as raison. Nos enfants n'auront pas ces armes. Alors oui, il faut espérer que nos petits-enfants seront des lions au regard décidé. Il prit une date et la laissa longtemps dans sa main avant de la croquer. Je regarde la ville tout autour de nous. Les voitures, les arbres, les passants. Je lui demandais. De quoi nous souviendrons-nous, Jamal? Et qu'oublierons-nous? À cette question, il ne répondit rien, et les hirondelles se mirent à crier dans le ciel. Mon frère, il n'y aura que toi pour moi, et moi pour toi, plus frère que jamais. Tu seras le seul à qui je pourrai parler de la mer en sachant que tu la vois en ton esprit, lorsque j'évoquerai la lenteur de ses doigts qui passaient dans nos cheveux pour nous endormir. Tu seras le seul, Jamal, à qui je pourrai dire simplement « Tu te souviens du café Faïkal ?» sans que cela ne te lasse. Et dès que je poserai ma question, la place entière ressurgira en toi, et la ville derrière, avec ses bruits, sa pollution et son vacarme. Nous ne pouvons que vieillir ensemble désormais, mon frère. Je deviens fou si je te perds. Je ne veux pas voir mes fils lever les yeux au ciel lorsque je leur parlerai pour la 100e fois du cousin du port Soudan. Que comprendront nos enfants à ces 2 vieillards nostalgiques que nous serons devenus? Les rites que nous leur enseignerons les ennuieront. La langue que nous leur parlerons leur fera honte, nos habits, notre accent. Ils voudront se cacher de nous. Et nous le sentirons. Car il nous arrivera à nous-mêmes de vouloir nous cacher. Je ne veux pas les entendre soupirer lorsque je dirai que la menthe du jardin de ma mère était la meilleure au monde. Alors je ne leur dirai pas. Et c'est vers toi que j'irai. Toi seul seras d'accord avec moi. Ces évocations lointaines, comme à moi, te feront du bien. Nous goûterons le doux soulagement des exilés qui parlent de leur manque pour tenter de le combler. Nous vieillirons ensemble, mon frère. Promets-le-moi, ou je ne vieillirai pas. Je reviens sur mes pas, en hâte. Le camion est encore là. La plupart des passagers sont déjà remontés. Sans regarder la liasse, je la divise en 2 paquets égaux, et j'en fous une dans chacune de mes poches. Je monte prestement retrouver ma place. Boubacar est là. Il s'est rassis. J'essaie de ne pas laisser transparaître mon trouble. Les minutes qui passent sont abominablement lentes. S'il surgit maintenant, je suis perdu. Il faut attendre. Attendre et prier pour que le coup l'ait suffisamment assommé. Le chauffeur est monté. Il ferme sa portière. Je scrute avec terreur la bâtisse. Je voudrais hurler au chauffeur de se dépêcher de démarrer. Il finit enfin par klaxonner. 3 coups distincts pour prévenir les retardataires de l'imminence du départ. Je serre les dents. Un temps infini s'écoule encore, puis le camion s'ébranle. Il roule le long de la route, soulevant la poussière autour de lui, et, dans une accélération qui fait trembler les boulons du toit, il finit par prendre place sur l'asphalte. Je regarde disparaître la bâtisse bleu ciel où gît le corps. Je remercie le ciel en pensée. Nous nous éloignons. Maintenant, il ne peut plus nous attraper. Même s'il court et hurle, personne ne l'entendra. J'ai volé. Je plonge ma main droite dans ma poche. J'ai volé. Je serre les billets froissés entre mes doigts.
Je suis une bête qui fait mordre la poussière à ce qu'elle croise. Je suis une bête charognarde qui fait sentir l'odeur de l'argent, comme celle d'une carcasse faisandée. Nous avons roulé pendant une bonne heure. Puis le camion a pris une piste non goudronnée. Nous manquions de nous renverser les uns sur les autres à chaque virage. Les cailloux sur lesquels roulait le camion nous ballottaient comme des sacs de marchandises. Nous étions là, patients et résignés, souffle contre souffle, les coudes des uns dans les côtes des autres, les genoux serrés sur le corps. Chacun de ceux qui m'entourent va à son destin. Ils ne viennent pas tous du Soudan. Je ne veux pas savoir qui ils sont. Je ne veux pas écouter leur histoire. Je veux rester concentré sur la mienne. Que rien ne m'émeuve, que rien ne me fasse dévier de ma course. Il est temps de ne penser qu'à soi. Je vais passer. Je n'ai besoin de rien. Il me suffit de murmurer le nom de mon frère pour me redonner la force qui pourrait me manquer. Ils ont coupé le moteur. Nous avons entendu les portières avant claquer. Nous y sommes. Les hommes, autour de moi, soupirent de soulagement. Ils ont pris leur temps pour nous faire descendre. Le temps de se dégourdir les jambes, ou de fumer une cigarette, ou simplement de respirer un peu l'air de la mer. Puis ils ont ouvert la double porte arrière. Un vent froid s'est engouffré dans la camionnette. Nous sommes descendus les uns après les autres, lentement, comme des corps qui se déplient avec précaution. Nous étions contents de pouvoir enfin détendre nos jambes et respirer à plein poumon, mais avant même que nous ayons eu le temps de regarder autour de nous, ils se sont mis à nous insulter. 2 hommes avaient sorti des armes, des pistolets qu'ils brandissaient ostensiblement. Le 3e est passé parmi nous et a commencé à crier. Il nous a hurlé de sortir notre argent. Tout notre argent, disait-il, comme si nous en avions des monceaux dans nos poches. Certains d'entre nous ont posé des questions. Ils n'ont pas répondu. Ils ont continué à hurler et à nous insulter. J'ai regardé autour de nous. Nous étions dans une petite crique et il faisait nuit. Aucune lumière de village ou de route à l'horizon. Il n'y a pas de bateau. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Le danger nous entoure. Cela se sent dans la peau. Il n'y a rien ici. Ils nous ont emmenés dans un cul-de-sac. Je cherche des yeux un endroit par lequel je pourrais fuir, mais je n'en vois pas. Ils levèrent l'ancre au milieu de la nuit. La mer était calme. Les hommes, en sentant la carcasse du navire s'ébranler, reprirent courage. Ils partaient enfin. Le compte à rebours était enclenché. Dans quelques heures, 24 ou 48 au pire, ils fouleraient le sol d'Europe. La vie allait enfin commencer. On rigolait à bord. Certains chantèrent des chants de leur pays. Elle ne se souvenait plus avec précision de cette première nuit sur le navire, ni de la journée qui suivit. Il faisait chaud, ils étaient trop serrés. Elle avait faim, son bébé pleurait. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Elle se serait sentie capable de tenir des jours entiers ainsi. Le nouveau continent était au bout, et la promesse qu'elle avait faite à son enfant de l'élever là-bas était à portée de main. Elle aurait tenu, vaille que vaille, pourvu qu'elle ait pu se raccrocher à l'idée qu'il se rapprochait, qu'il ne cessait, minute après minute, de se rapprocher. Mais il y eut des cris poussés à l'aube du 2e jour, ces cris qui renversèrent tout et marquaient le début du second voyage. De celui-là, elle se rappelait chaque instant. Depuis 2 ans, elle le revivait sans cesse, à chacune de ses nuits. De celui-là, elle n'était jamais revenue. Les cris avaient été poussés par 2 jeunes Somalis. Ils s'étaient réveillés avant les autres et donnèrent l'alarme. L'équipage avait disparu. Ils avaient profité de la nuit pour abandonner le navire, à l'aide de l'unique canot de sauvetage. La panique s'empara très vite du bateau. Personne ne savait piloter pareil navire. Personne ne savait non plus où l'on se trouvait, à quelle distance, de quelle côte. Ils se rendirent compte avec désespoir qu'il n'y avait pas de réserve d'eau ni de nourriture, que la radio ne marchait pas. Ils étaient pris au piège, encerclés par l'immensité de la mer, dérivant avec la lenteur de l'agonie. Un temps infini pouvait passer avant qu'un autre bateau ne les croise. Les visages, d'un coup, se refermèrent. On savait que si l'errance se prolongeait, la mort serait monstrueuse. Elle les assoifferait, elle les éteindrait, elle les rendrait fous à se ruer les uns contre les autres. Tout était devenu lent et cruel. Certains se lamentaient, d'autres suppliaient leur Dieu. Les bébés ne cessaient de pleurer. Les mères n'avaient plus d'eau, plus de force. Plus les heures passaient, et plus les cris d'enfants faiblissaient d'intensité, par épuisement, jusqu'à cesser tout à fait. Les esprits sombrèrent dans une épaisse léthargie. Quelques bagarres éclatèrent, mais les corps étaient trop faibles pour s'affronter. Bientôt, ce ne fut que le silence. Le premier mort fut un Irakien d'une 20aine d'années.
D'abord, personne ne sut que faire. Puis les hommes décidèrent qu'il fallait jeter les morts à la mer, pour faire de la place et éviter tout risque d'épidémie. Bientôt, ces corps plongés à l'eau furent de plus en plus nombreux. Ils passaient par-dessus bord les uns après les autres, et chacun se demandait s'il ne serait pas le prochain. Elle serrait de plus en plus fortement son enfant dans ses bras, mais il semblait ne plus rien faire d'autre que dormir. Une femme, à côté d'elle, lui tendit une bouteille dans laquelle il restait quelques gouttes d'eau. Elle essaya de faire boire le nourrisson, mais il ne réagit pas. Elle lui mouilla les lèvres, mais les gouttes coulèrent le long de son menton. Elle sentait qu'il partait et qu'il fallait qu'elle se batte bec et ongles. Elle l'appela, le secoua, lui tapota les joues. Il finit par râler distinctement. Un petit râle d'enfant, elle n'entendait plus que cela. Au-dessus du brouhaha des hommes et du bruissement des vagues, le petit souffle rauque de son enfant lui faisait trembler les lèvres. Elle supplia, elle gémit. Les heures passèrent, toutes identiques. Sans bateau à l'horizon, sans retour providentiel de l'équipage, rien. La révolution lente et répétée du soleil les torturait et la soif les faisait halluciner. Elle était incapable de dire quand il était mort. Elle était restée dans la même position pendant des heures, lui chantant des comptines, l'appelant par son nom, lui jurant qu'il s'en sortirait. Puis les gens qui l'entouraient lui avaient tapé sur l'épaule. Elle avait vu dans leur regard ce qu'ils pensaient. Elle avait hurlé de la laisser tranquille, de ne pas l'approcher, qu'elle allait le réveiller. Plus tard, ils avaient essayé à nouveau, répétant qu'il ne fallait pas garder les morts sur le bateau. De quoi parlait-il? Ce n'était pas un mort qu'elle tenait dans ses bras, c'était son enfant. Elle ne comprenait pas. Et puis, 2 hommes étaient venus et l'avaient forcée. Ils l'avaient obligée à desserrer son emprise. Elle se défendit, elle cracha et mordit. Mais ils étaient plus forts qu'elle. Ils réussirent à lui prendre l'enfant et, sans dire un mot, le jetèrent par-dessus bord. Elle se souvenait encore du bruit horrible de ce corps aimé, embrassé, touchant l'eau. C'est pour dire aussi que évidemment tout ça est violent parce que ça prend un visage grimaçant, mais que dans cette brutalité-là, il y a eu et il y aura toujours des espaces de lumière qui sont des espaces de conviction en fait, et de passion civique, parce qu'aussi on a redécouvert peut-être un peu la nécessité d'une certaine passion civique. Moi j'ai envie d'être à nouveau, je désespère un peu, mais à nouveau passionné d'Europe, à nouveau passionné d'humanisme, mais pas d'un humanisme béat, mais d'un humanisme combatif. La jeunesse est là, aux terrasses des cafés du boulevard Edgar Quinet. Je la vois. Elle a envie de vivre plus vite, plus fort, de faire résonner l'instant avec fracas, et je ne suis plus tout à fait avec eux. Ils sont si nombreux, tous ces jeunes gens. J'ai longtemps été l'un d'eux, et j'aimais, moi aussi, me glisser dans les longues nuits de Paris. Soirée de vin, de bière et de rire, soirée d'irrévérence et de promesses que l'on se fait à soi et aux autres de toujours garder grand appétit du monde. Et j'ai eu, moi aussi, cet âge-là, et nous avons dévoré ces années en nous léchant les doigts pour ne rien en perdre. Je les regarde, rien n'a changé. Les mains se frôlent, les cigarettes se fument. Il y a des rires un peu forcés, des éclats de voix, des œillades plus discrètes. Dans tout Paris, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes gens discutent, trinquent et font joyeusement du bruit. Tant de vies sont là, sous mes yeux, tant d'existences. Ceux venus de province, ceux qui sont en train de passer leurs examens, ceux qui hésitent, ont peur, viennent de tomber amoureux, cherchent un petit boulot pour l'été. Tous ces rêves de métier, de voyage, d'amour, toutes ces adresses échangées, ces messages envoyés comme chaque fois pour faire vibrer la vie. Je les contemple, mais je suis déjà ailleurs, et eux ne me voient plus. Peut-être est-il temps de m'éloigner et de tout saluer pour la dernière fois. Les oliviers m'ont appelé. Je les ai devant les yeux, les oliviers de Kalina. Ils n'ont pas changé. Ils sont épais comme des coups de bœuf, enracinés dans ces terres de cailloux depuis des siècles. Les chèvres passent entre eux, lentement, faisant tinter dans le silence des collines leurs cloches. Ce sont les mêmes qui m'ont accueilli Frédéric II. Tout est là, sous mes yeux. Il y a à cet instant une douceur dans l'air qui vous réconcilie avec le monde. Je marche calmement. C'est un moment de beauté sain où la terre semble respirer de la lumière. Tout est là, et se mêle. Il naît de cet entremêlement des âges un sentiment de quiétude et d'apaisement. Je n'ai pas pu entrer à l'intérieur de l'abbaye. Depuis 10 ans que je viens ici, la porte est toujours restée fermée. Les trapezolis continuent à m'interdire l'accès. Peut-être n'ai-je pas eu le courage du négus, escalader le mur et les voir de l'autre côté. Peut-être est-ce simplement que les oliviers ne m'ont pas appelé. Ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas un de leurs fils au sang de pierre et aux pieds de chèvre, mais je les contemple,
Et comme à chaque fois, il me semble que quel que soit l'endroit où on les observe, tout est parfait. La douce inclinaison de la pente, l'espace entre les arbres, la densité du feuillage, l'épaisse élégance du mur de l'abbaye. Le silence règne partout, et il y a dans l'air quelque chose d'un peu salé qui vient de la mer. Je suis bien, comme si croire aux oliviers que m'a raconté le Négus me donnait une force profonde, une foi en la beauté lente du monde. J'ai mis le feu à des terres que j'admirais, et j'ai été triste de tous ces saccages, tout en les ordonnant, me condamnant moi-même à la solitude pour 1000 ans. J'ai été lâche et courageux. Lorsque j'étais fatiguée d'être seule, j'ai recherché le vacarme, les hommes, mais c'était la même noyade. J'ai erré sur des routes qui n'en finissaient pas. J'ai parlé aux cailloux qui me regardaient. J'ai vu des ouragans s'approcher, assombrir le ciel, ralentir les minutes, puis s'abattre sur moi et j'ai tenu. Parfois, la terre a dansé, s'est crevassée de partout et avait fini par ouvrir sa bouche d'un grand appétit d'hécatombe. Tout cela, j'en ai fait des histoires. J'ai plongé 1000 fois dans les tourments de l'âme et c'était toujours même ivresse. Qui es-tu, toi ? Je fais résonner une dernière fois la question en moi, mais je sais y répondre. Maintenant, je suis nombreux, hommes, femmes, vieillards et enfants à la fois. Tout se presse en moi, car je vaste comme une terre qui attend sa foule. Est-ce que tout cela n'est rien ? Je suis un homme, dans le dos des autres. Je claque mes mouvements sur les leurs. Trouver le même rythme, la même pulsation, pour mieux faire retentir la voix. Est-ce que tout cela n'est rien ? Oh si, je le sais. J'ai été changée par toutes ces descentes dans le grondement du monde, par toutes ces plongées dans le bouillonnement des âmes. J'ai été changée parce que j'ai appris de tous ces mots criés ou murmurés, de tous ces combats contre malheur qui n'étaient pas le mien, mais que j'ai partagés, de toutes ces femmes debout, défiant le vent. J'ai appris. Au fil du temps, j'ai vu croître en moi un peuple entier. Et je suis aujourd'hui comme un empereur étonné qui, après avoir constitué son armée, la passe en revue et constate avec stupeur que tous ces visages si différents, que toutes ces trognes de guerriers venus de pays lointains sont finalement la plus parfaite image de son propre portrait. Je porte en moi tant de monde, et j'en attends encore. Ils sont là. Parlent en même temps, se serrent les uns, les autres. Il en vient toujours. Plus. Et c'est heureux. 1000 vies, oui, 1000 vies, et la mienne pour essayer de toutes les raconter.